Bienvenue, merci. Ici on est donc au Volcan, c'est un tiers-lieu à Bordeaux qui héberge plusieurs associations, des structures, des entreprises, des auto-entrepreneurs. Donc c'est là qu'on a installé l'association Low-Tech Bordeaux. C'est un lieu qui fait je crois 1000 mètres carrés le Volcan, donc qui est quand même assez important à Bordeaux, qui est à l'origine énormément dédié à l'art et à la culture. Il y a beaucoup d'expositions, il y a eu des concerts. Bon là tout est un peu arrêté avec le Covid, mais c'est l'esprit du lieu. Et depuis ça s'est ouvert à plein d'autres activités. Il y a donc de la photo, il y a des ébénistes, il y a des personnes qui travaillent le bois, il y a des artistes peintres, il y a une tatoueuse qui s'installe, il y a un torréfacteur, il y a une entreprise voilà, enfin il y a plein d'autres entreprises, plein d'activités qui touchent pas uniquement à l'art. Mais il y a quand même en fond, en fait, tout se retrouve dans cette idée d'économie circulaire, de récup, de do it yourself. On partage beaucoup d'outils et de projets aussi. Voilà, c'est un peu l'esprit du lieu. Donc Loïl, vous êtes devant Low-Tech Bordeaux, devant le local de l'association Low-Tech Bordeaux. Alors ici il n'y avait rien quand on est arrivé, hein, c'était un espace totalement vide. Et en fait on l'a construit totalement en matériaux de récupération, donc c'est que des palettes, même les vitres sont de récupération. Il n'y a que quelques lambourdes qu'on a dû acheter et la visserie, mais tout est de récupération. On a mis un petit mois à le fabriquer. Voilà, donc on est assez fiers de cet espace et il perdurera même quand Low-Tech Bordeaux ne sera plus. Là, vous êtes devant un Wicking Bed, c'est une des petites low-tech qu'on a fabriquées à Low-Tech Bordeaux, qui a une visée vraiment de sensibilisation. On l'a déjà montré à 2-3 endroits. Le principe est tout simple en fait, c'est une jardinière qui est auto-alimentée en eau, enfin qui contient un réservoir d'eau et en fait par capillarité, l'eau remonte et les racines se nourrissent comme ça. Donc en fait on remplit par là et on peut partir 2 mois en vacances. Les plantes ne mourront pas de soif. Donc là vous êtes devant une des low-tech qu'on a fabriqué à Low-Tech Bordeaux. C'est un rocket stove sur le modèle de Barnabé Chaillot, donc on trouve les plans très facilement sur internet. Il a été conçu pour être facilement démontable. En fait, il n'y a pas besoin de soudure quoi que ce soit. Donc, on peut le démonter très facilement. Je vais le monter, comme ça vous verrez un peu comment il se monte. En fait, la première combustion du bois va se faire par ici. Les flammes et les fumées vont faire un certain chemin qui va forcer à la double combustion. Les fumées vont taper ici et ensuite vont redescendre par là. Et ensuite repartir. Voilà, principe du rocket stove. Mais en fait, c'est à la suite effectivement du week-end des communautés à Grenoble en 2019. On avait participé avec Low-Tech Bordeaux. Il y avait cette idée d'animer des communautés et moi j'avais en tête le fait qu'il y avait besoin d'aller au-delà des simples communautés du Low-Tech Lab. Qu'il fallait rassembler tous les acteurs de la low-tech, pas uniquement les structures qui fabriquent ou qui développent des low-tech, mais tous ceux qui agissent sur la low-tech en France, parce que il y a une diversité, mais il y a quand même et ça c'est une force, hein, la diversité, mais il y a quand même un concept à défendre. Le plus gros risque on va dire, la plus grosse force de la low-tech, c'est aussi sa faiblesse, c'est qu'il n'y a pas de définition en fait. Donc c'est une force parce que ça laisse ouvert toutes les possibilités de modèles économiques, de définition, d'initiatives, d'énergie. Mais d'un autre côté, ça laisse aussi une porte grande ouverte aux récupérations. Et on n'est pas du tout à l'abri que d'ici 1 an ou 2, il y ait Total, EDF qui disent moi je fais de la low-tech, mais de la low-tech brevetée, de la low-tech qui est chère, qui tombe en panne au bout de la garantie, et simplement parce qu'ils auront fait peut-être quelque chose d'un peu plus simple avec des matériaux naturels, ils vont dire que c'est de la low-tech. Donc ça c'est le plus gros risque et c'est pour ça qu'à la fin, moi j'ai dit il faut vraiment qu'on lance cette idée d'un réseau des acteurs de la low-tech. Donc à l'origine, Rénal, c'est Réseau national des acteurs de la low-tech. Et c'est devenu rencontre parce qu'on s'est dit on va commencer par une rencontre pour au moins rassembler ces acteurs-là.
La low-tech, par définition, elle remet plein de choses en question. En fait, elle remet en question la place de l'innovation dans la société. Elle remet en question la société de surconsommation, de surproduction, de l'obsolescence programmée. Elle remet tout un tas de choses en question. Toutes ces choses-là, ce sont comment dire, la partie visible de l'iceberg en fait d'un modèle économique unique, mondialisé, qui s'appelle le capitalisme en fait. Et donc, il faut absolument pas que les structures qui se lancent sur la low-tech se dire on va reprendre les mêmes modèles économiques, parce que sinon on va reproduire les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, une structure low-tech qui se lancerait qui aurait pour modèle économique de fabriquer des low-tech et de les vendre, que ça, c'est sûr ça va pas marcher, ça sera pas durable, parce qu'à un moment, il y aura plus tant de besoins. Donc elle va faire quoi? Est-ce que cette structure-là va se dire bon il va falloir que je crée de la pub pour que les gens aient besoin de mon produit, puis je vais faire en sorte que mon produit tombe en panne pour que les gens voilà. Donc en fait on est obligé de remettre en question aussi les modèles économiques. Et c'est pour ça qu'effectivement faut pas se dire qu'on va juste fabriquer pour vendre. Et la formation je pense que c'est une voie qui est très intéressante et qui est très noble, parce qu'elle est totalement alignée avec l'esprit de la low-tech, qui est que la low-tech, ça doit être accessible à tout le monde. Donc en fait, il faut apprendre aux gens à être eux-mêmes autonomes. Et c'est ce qu'on veut faire notamment à Low-Tech Bordeaux. On va devoir en fabriquer des low-tech parce que certains voudront pas les faire eux-mêmes. Mais l'objectif principal de Low-Tech Bordeaux, c'est d'apprendre aux gens à faire eux-mêmes. Et ça, il y a beaucoup de structures en France qui font de la low-tech, qui le comprennent et qui justement apportent ces compétences et ces connaissances-là. Donc, en fait, la low-tech remet en question les besoins. Et en fait, quand on présente la low-tech, je dis qu'il n'y a pas de définition officielle, mais il y a deux manières de la présenter. Soit tu donnes une explication longue ou une explication courte. Et pour moi, l'explication courte, la low-tech, c'est le minimalisme appliqué à la technologie. C'est du minimalisme, hein, c'est rien de moins que ça. On remet en question nos besoins et on se contente de peu. On se contente de l'essentiel, c'est-à-dire des technologies essentielles qui vont apporter du confort à notre vie, mais qui sont pas superflues. C'est pas un amas de technologies, c'est pas la technologie qui va ajouter une part de complexité simplement pour avoir 0,1% de confort en plus. Parce que très souvent c'est ça. Hein, on a rendu les ordinateurs portables encore moins réparables qu'avant, parce que le confort c'était d'avoir des ordinateurs qui font cette épaisseur-là. Donc l'esprit de la low-tech c'est l'inverse. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rendre le truc d'autant plus complexe et d'autant moins réparable juste pour gagner 2 mm d'épaisseur? Voilà. Donc la low-tech c'est du minimalisme. Et quand on développe une low-tech, c'est qu'on répond à un besoin de société. Et à partir de ce moment-là, on doit pas le privatiser en fait, cette réponse-là. On ne doit pas la privatiser, elle doit être accessible à tout le monde. Plus globalement, on considère que la low-tech, on considère en low-tech que l'innovation est un bien commun. Ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau en fait en France. En France, on innove, une personne normale va breveter à tout va pour que. Là, nous on dit non, en fait, ce qu'on a développé, ça sert au bien-être des gens, ça rajoute du confort dans l'habitat, ça répond à des besoins. Donc non, en fait, on doit le rendre accessible. Tout le monde doit pouvoir se saisir de ces technologies-là. On peut plus vraiment dire qu'un produit est fondamentalement low-tech ou il ne l'est pas, mais c'est plus un produit va être plus low-tech qu'un autre. Si on prend l'exemple du Fairphone. Ça reste un smartphone, donc en soi on peut considérer que c'est pas de la low-tech, mais d'une certaine manière il est plus low-tech que les autres smartphones, parce qu'il est réparable, parce qu'il fait attention à l'origine des produits, donc sur un certain nombre de principes il est plus low-tech qu'un autre. Voilà. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. Et avec plaisir.